c'est vrai qu'il y avait deux cas qui étaient intéressants, tu t'en as parlé, c'est Amen Thompson et Jalen Green. Mais c'est vrai que Jalen Green, je sais pas si tu l'avais scouté toi à l'époque, Jalen Green. En G-League, je l'avais pas scouté. Alors, j'avais regardé des matchs, mais pas au point de dire que je l'avais scouté dans le détail. Mais en tout cas, j'en avais fait un article sur le roster. Mais ma relation avec Jalen Green est très compliquée dans le sens où j'aimais pas du tout le prospect. Et puis, en fait, j'ai vu des choses sur sa première saison notamment qui me laissaient plutôt optimiste. Et au final, j'avais un peu perdu espoir. Et donc, c'est un peu les montagnes russes, on va dire. Mais pour répondre à ta question, je ne l'avais pas scouté dans le détail. Non, mais le truc, c'est qu'avec Jalen Green, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un profil, je dirais pas atypique aujourd'hui en NBA, mais on n'est pas sur l'arrière héliocentrique. Tu vois, on est plus sur le vrai poste 2 un peu à l'ancienne, qui est là pour scorer, et qui n'a pas non plus un passing de folie, quoi. Je pense pas qu'il faille imaginer qu'un jour, Jalen Green, ce sera à terme le scénario idéal, genre une sorte de James Harden qui peut avoir ce genre d'emprise sur le jeu en termes de playmaking. Non. Voilà, je pense pas qu'on est assez loin de ça. On est un peu sur le poste 2 à l'ancienne. Vraiment, le côté, bon, je fais quelques passes et je peux avoir un peu de création secondaire, quoi, évidemment. Mais vraiment, tu sais, un peu les rôles d'avant, quoi. Le meneur qui fait les passes et qui organise le jeu. Et puis à côté, l'arrière qui score, quoi. C'est ça, ouais, le shooting guard qui score. Et on est un peu dans ce moule-là qui, mine de rien, dans la NBA actuelle, est de moins en moins fréquent, finalement, parce qu'on a eu beaucoup le développement des playmakers qui peuvent un peu tout faire, scorer et passer. Mais voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense que pour un peu être moins sévère que la moyenne avec lui, je pense que c'est normal, ce côté, la première saison, j'ai beaucoup aimé, mais ensuite la deuxième, j'étais déçu. Tu viens de me le faire, alors que je m'attendais pas à ce que tu le fasses. Mais il y a plein de gens qui disent ça. Je pense que c'est normal, en fait. Je pense que c'est normal, au début, d'être agréablement surpris parce qu'on voit des choses et qu'on découvre. Et qu'il y a des rookies qui deviennent des busts, donc il y en a pas mal qui ne font jamais rien. Mais si tu veux, tu sais, quand un rookie est en première année, littéralement, pardon. Tu vois ce que tu as envie de voir aussi. Mais non seulement tu vois ça, mais tu vois aussi des choses avec zéro attente derrière. C'est juste, tu découvres. Et donc, c'est que du bonus presque, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent, les premières années, on découvre, on dit, ah, en fait, ouais, il est comme ça, il peut faire ça. Donc, on a souvent une vision qui est moins, comment dire, pardon, je me mélange, moins sévère la première année parce qu'on est juste dans la phase de découverte. Ouais. Donc, on se dit, bon, en plus, il est jeune, les défauts, etc. Deuxième année, peut-être que, du coup, certains ont eu des attentes par rapport à la première, donc, peut-être qu'il a été décevant par rapport à ses attentes, il n'a pas fait de step-up. Après, il y a un thème plus général qui est l'inefficacité chez lui depuis le début, en fait, et qui n'est pas non plus anormal parce qu'il est encore jeune. Il a 21 ans. Il a 21 ans et pour un porteur de balle en NBA, tous les porteurs de balle NBA galèrent en début de carrière en termes d'efficacité. Tous, à part, sauf si tu t'appelles Kyrie Irving, Stephen Curry ou Tyrese Haliburton, tu galères en début de carrière. C'est le cas pour tous. Il n'a que 21 ans, il est en troisième année, mais il a que 21 ans. Donc c'est pas du tout anormal. Mais c'est vrai que c'était aussi la caractéristique de son profil. On va pouvoir développer un peu le côté scouting. Il y a plein de qualités très bonnes. Ouais. Mais c'est que pour l'instant, le rendu final, jusqu'à il y a 10 matchs, on avait un scoreur qui était pas efficace, quoi. Et un scoreur presque unidimensionnel. C'est-à-dire que le profil était... Voilà, c'est ça. Tu t'achètes quelque chose et il est mauvais là-dedans en plus. Donc, ouais. C'était assez problématique. Et moi, je pense que c'est plus... Moi, je lui ai attribué beaucoup de crédit encore l'année dernière parce que le contexte était mauvais à Houston, tout simplement. Avec il n'y avait pas forcément de coaching. Mais c'est plus cette saison où je trouvais le début de saison assez inquiétant. Et aujourd'hui, on en est à se dire que là, sur les derniers matchs, je pense avoir vu deux, en tout cas sur le dernier, mais deux des meilleurs matchs en carrière de Jalen Green. Et c'est assez impressionnant. Le côté inattendu. Ouais. C'est assez. Et le match contre OKC est vraiment assez impressionnant, je trouve, même des deux côtés du terrain en fait. Mais moi je suis bluffé. Alors je suis bluffé vraiment par ses progrès défensifs, Jalen Green. On-ball et off-ball, c'est assez incroyable. Ouais. C'est le cas avec beaucoup de joueurs de Houston cette saison, notamment Jabari Smith avec l'arrivée de Udoka. Jabari Smith est devenu assez incroyable. Et même dès le début de saison, on avait noté effectivement Jalen Green qui allait mieux sur la défense on-ball. Mais voilà. Pour dire aussi pourquoi est-ce qu'il a été deuxième choix de draft, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un combo, je crois que t'en parlais tout à l'heure, mais on a un combo de explosivité plus shoot
qui est un jackpot en fait. Hein. C'est vraiment la théorie parfaite. Alors, il n'y a pas que ça, il y a d'autres qualités, peut-être qu'il n'a pas de passing, etc. Mais je veux dire, en scouting, quand tu trouves un joueur à ce point explosif et à ce point qui a un bon jump shot et surtout avec du toucher de balle en fait, c'est surtout ce combo-là qui est magnifique. Et à partir de ça, tu sais que tu peux construire des trucs assez dingues, quoi. Tu peux construire avec en tout cas, tu peux imaginer un potentiel maximum beaucoup plus élevé que quelqu'un qui a juste le toucher de balle mais qui est pas explosif, donc qui peut pas créer de la séparation, créer des espaces, des décalages aussi facilement, ou un potentiel plus élevé sur quelqu'un qui est juste explosif mais qui n'a pas de doigté, qui n'a pas de précision, qui n'a pas de toucher, qui n'a pas de finition, etc. quoi. Donc voilà, c'est ça aussi, ça part de là à la base. C'est pour ça qu'il est aussi impressionnant. Et en plus, au-delà au moment de sa draft, quand même, un truc qui est noté et qui est presque admis, c'est qu'il a le shoot, qu'il a l'explosivité, le premier pas absolument dingue, pour le coup, vraiment absolument dingue. Et il a déjà aussi la capacité de se créer son tir. C'est-à-dire qu'il a une capacité à créer de la séparation de Jalen Green. C'est ça, ouais. Qui va aussi avec tout son profil physique qu'on a dit, mais qui est un plus aussi, qui est déjà là au moment de sa draft. Et, tu vas m'achever, Baptiste. Est-ce que tu connais Flubber ou pas? Le film Flubber? Non. Non, ça te dit rien. Ok, bon. C'est pas grave, je suis très vieux apparemment. Non, moi, mon surnom pour lui, c'est Flubber, parce que Flubber, c'est un film avec une substance très bizarre que le mec met sous des chaussures de basketteur et ils font des sauts de ils font des sauts de 25 mètres. Flubber. Mais moi, je pense à lui à chaque fois parce qu'effectivement, l'explosivité est dingue, quoi. L'explosivité est vraiment dingue. Et puis, pas que l'explosivité, il y a une fluidité aussi. Une fluidité, c'est pas juste démarrer, tu vois. Je pense que tu compares Jalen Green à un Derrick Jones Jr., il y a une fluidité avec ballon, surtout on parle de avec ballon qui est assez dingue. Donc explosivité en fin de drive, de vertical, détente verticale, détente explosivité horizontale sur le premier pas. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le toucher, il y a le dribble, les skills, il y a le jump shot, etc. D'ailleurs, avant même le début pendant ce run-là, je crois qu'il y a une stat qui était sortie, ou même au début de cette saison, quels sont les joueurs qui dégainent le plus facilement un pull-up quand tu passes sous l'écran. La stat était un peu sortie, il était 2e de NBA derrière Curry, et tu dis ouais, ok, il dégaine beaucoup, mais il en met pas forcément beaucoup en fait. Et en fait si, en fait c'était aussi une des meilleures efficacités pour mettre le pull-up quand le défenseur passait sous l'écran. Je crois que c'est Todd Whitehead qui avait sorti la stat sur Twitter, vous pouvez aller voir, c'est un des meilleurs en data visualization. Mais donc voilà, il y a le jump shot, il y a le pull-up, il y a le drive, donc théoriquement il y a tout dans la théorie. Le problème c'est qu'on n'avait pas tout concrètement. Jusqu'ici, on n'a pas tout concrètement, pardon. Et notamment, il y a un point qui, je trouve, est assez sous-estimé en scouting, c'est, bon, l'intelligence de jeu et le côté comprendre le jeu, comprendre les rotations, etc., ça c'est important. On a fait un podcast sur les passeurs, là, il y a pas longtemps avec Azad. Je parlais du fait que certains joueurs sont pas dans l'adaptation et l'adaptabilité, ils sont plus dans des schémas en tête, des patterns, des schémas en tête de j'attaque à droite, je vais à gauche, je sais qu'il y a ça et je fais ma passe comme ça. Et c'est pas bien parce que du coup, si la rotation se fait pas exactement comme tu l'imagines, il y a des joueurs qui savent pas s'ajuster en fait. Donc c'est problématique pour des passeurs un peu à pattern. Et parfois c'est un peu le cas aussi avec des joueurs dans le scoring en fait. Je sais pas, j'ai pas soit la vision, soit la compréhension du jeu. C'est préconçu un peu ce qui va se passer. Exactement, préconçu. Et je trouve que Jalen Green, il y avait un peu ça. Et je pense que c'est un aspect un peu sous-estimé en scouting, c'est, tu vois, encore une fois, hein, explosivité, toucher, skills, dribble, etc. Mais comment est-ce que tu mets tout ça ensemble? Pour moi, c'est un peu ça qui est primordial, qui est souvent sous-estimé, c'est comment est-ce que tu mets tout ça ensemble? Et c'est ça qui fait le jeu, en fait. C'est ça qui, parce que ça reste un jeu et c'est qui joue le mieux. C'est pas qui a les meilleurs atouts, la NBA, le basket. C'est qui joue le mieux et qui utilise le mieux ses atouts. Luka Doncic, il a pas l'explosivité, mais c'est celui qui joue le mieux. C'est celui qui comprend le mieux comment est-ce qu'on fait, comment utiliser ça, enfin voilà, etc. Ou même, pour prendre un exemple beaucoup moins élite, mais Austin Reeves, il comprend quoi faire, comment s'adapter, il sait lire, il sait réagir, il y a la réactivité, il y a la lecture, etc. Donc il y a ça. Et Jalen Green, je trouve que il est encore jeune et il avait pas encore trop ça. C'était que faire, comment lire le jeu, la prise de décision en fait. On parle souvent de prise de décision sur le passing. Oh, il a fait un turnover, c'est une mauvaise prise de décision, certes. Il y a aussi la prise de décision dans le scoring en fait. Comment attaquer, et pas que prendre des pull-ups, hein, pas que prendre des mauvais tirs. Il y a aussi comment attaquer, quel angle, comment faire en fin de drive quand tu arrives à la finition. Et tu vois, la finition, c'est notamment un des domaines sur lesquels je trouve qu'il était mauvais. Ça fait 2 ans et demi qu'il était parmi les pires drivers de NBA en termes d'efficacité en fin de drive. Ben là, je trouve que ça va mieux. Alors le spacing est mieux, mais
en termes de prise de décision j'arrive en fin de drive, bien défenseur, comment est-ce que je négocie l'action? Comment est-ce que je négocie? Est-ce que je me lance un peu n'importe comment? Est-ce que j'essaie d'éviter? Ou alors est-ce que je fais un pas sur le côté puis je reviens là? Est-ce que tu vois, il y a tout un jeu de savoir-faire en fait, hein, ça s'invente pas. C'est pas parce que t'es explosif et que t'as du toucher que t'es un bon finisseur. Il y a aussi le savoir-faire et je trouve que il était pas bon là-dessus. Il est en train de s'améliorer, donc c'est là où ça peut complètement lui servir à exploiter son potentiel. Ouais. Ben, alors, je sais pas, j'ai trop de choses à dire sur Jalen Green, mais sur ce côté driver, c'est vrai que là où c'est assez symptomatique, je trouve, où c'était assez symptomatique, c'est que c'était un des joueurs qui se faisait le plus contrer de NBA, je pense. Ouais. Parce qu'il n'avait pas la capacité. En fait, c'est lui qui se faisait lire un peu, plus que lui qui lisait la défense. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Oui, c'est ça, ouais. Mais voilà. Et là, je trouve. Alors, je suis allé regarder aussi sur les drives, mais bon, c'est des petits échantillons, donc ça vaut pas énormément de choses. Mais sur la saison, avant ce stretch, il était à 44% sur les lay-ups en fin de drive, juste sur la réussite sur les lay-ups. Juste pour dire, hein, Baptiste, 44%, c'est pas bon. Imaginez l'échelle, les plus mauvais, c'est autour des 40 et les meilleurs, c'est autour des 60. Donc 44, c'est pas bon. Voilà. Juste, je dis ça pour les gens qui n'ont pas l'échelle en tête. Et tout à fait. Et sur le même volume, là, depuis ces 13 derniers matchs ou 14 derniers matchs, il est à 53% de réussite sur les lay-ups en fin de drive. Alors, une question que je me pose, et je sais pas, c'est à quel point est-ce que des drives en transition, c'est aussi compté comme des drives? Bonne question. J'ai jamais su. Mais je crois que non, mais je crois que non. En tout cas, c'est un détail, parce que c'est vrai que je trouve que sur ces derniers matchs, il y a une capacité de réagir plus que de... vraiment d'adaptation en mouvement, pendant ces drives en mouvement, qui est vraiment en grosse progression. Et un truc aussi qu'on n'a pas dit, mais qui, je trouve, il fait de mieux en mieux, c'est la capacité aussi à absorber le contact et aller au contact. C'est pas Zion, parce que Zion, voilà. Non. Mais ça c'est sûr. C'est même sans doute pas Anthony Edwards là-dessus. Mais c'est vrai que c'était aussi un de ses défauts, parce que Jalen Green est arrivé très maigre en NBA. Si je dis pas de bêtises, il était en dessous des 80 kilos. Et il a gagné en muscle depuis, et ce qui est aussi normal avec son développement physique, on va dire. Mais là, je trouve sur le match d'OKC, c'est très parlant, parce qu'il y a des séquences où il lit beaucoup mieux la défense. Il lit d'abord la couverture défensive, c'est-à-dire on fait un edge, donc il split la défense, et ensuite il attaque très agressivement le cercle, mais en même temps intelligemment, j'ai envie de dire. Il y a notamment un Eurostep assez magnifique au début du match pour éviter le défenseur, et sur la fin de match, il y a 2 lay-ups où il va au contact, il a le body control, il absorbe le contact, il explose pas au contact comme il avait tendance à faire avant, et il arrive à finir avec la faute, je crois, une fois, et l'autre fois il arrive à finir sur un lay-up. Donc ça, je pense que c'est un peu la base de sur quoi il faut construire à l'avenir, un peu quand le shot making va un peu redescendre, ce qui va pas être anormal, hein. Je pense qu'on peut avoir un bon shooter, et quelque chose qui est aussi intéressant avec Jalen Green, c'est le côté il prend beaucoup de shoots, il a un gros volume de shoot, et on sait, et je crois que c'était dans l'hebdo qu'on en avait parlé, que le shoot, il y a aussi un côté mental. Il y a un côté mental qui est, on sait pas trop ce qui se passe en fait, mais qui semble indéniable en tout cas. Et Jalen Green, c'est un joueur qui, je pense, est très affecté aussi par ce qui est dit autour de lui, etc., pour avoir lu des papiers sur lui notamment. Et il y a l'impression que pour une fois dans sa carrière, il a la confiance. Alors après, la question, c'est, pour moi, la question, et c'est ce que je me suis demandé aussi l'autre jour sur Twitter, c'est quel est le vrai niveau de shotmaking, parce que les progrès de drive sont assez cool, et même ses lectures au passing sont, on va dire, en progrès, mais ne seront jamais à un niveau de bon passeur. Par exemple, même quand on le voit faire des skip passes, quelque chose que vous avez dit dans le podcast sur les bons passeurs, c'est même la vitesse des passes.
et ben la vitesse de ses passes, même quand il les voit, elle est pas géniale, j'ai envie de dire, et il les voit pas tout le temps, donc ce sera jamais un bon passeur. Et du coup, pour moi, ce qui va déterminer beaucoup de choses avec Jalen Green, c'est quel est le niveau réel de shot making en fait. Oui, oui, oui. Alors après, au niveau, comme dit, hein, il a dû toucher. L'indicateur lancer franc, on est autour des 80% au lancer franc, ce qui veut dire quand même plutôt pas mal, hein, donc plutôt bon indicateur. Vous savez que les deux qualités sont corrélées, hein, le fait de mettre des lancers francs, le fait de mettre des jump shots, donc toujours un bon indice, un bon indicateur à lire. Mais oui, je pense que il était pas bon au panier. À voir s'il pourra continuer un peu ce côté en fait prise de décision au panier, hein, tout simplement. Voilà, il est explosif, assez grand, assez long pour son poste. Maintenant, il faut apprendre à se servir de ces outils, quoi. C'est pas inné. C'est pas, tu t'inventes pas bon finisseur. Il faut apprendre comment négocier telle ou telle situation, le footwork, etc., etc. Donc, le panier, il a été mauvais. Les 3 points, il était mauvais, mais je pense que c'est aussi à cause du régime de tir, en fait. Donc, je pense qu'on a eu affaire au début à un joueur qui était très inefficace, mais parce qu'il y avait soit une mauvaise sélection de tir, soit aussi une mauvaise prise de décision et un drive qui est pas top. Il va pas non plus détonner pour l'instant sur la ligne des lancers francs. Ça pourrait être bien qu'il aille beaucoup plus sur cette ligne des lancers francs que c'est le cas actuellement. Il est quoi ? Il est autour des 11% de shooting foul de percentage, donc des fautes provoquées pendant une tentative de tir. 11%, c'est pas mal, mais les meilleurs sont à 20% pour vous donner une idée. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est pas bon non plus, et ça pourrait être pas mal de points bonus à aller chercher, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve, et c'est une réflexion que je me suis faite l'autre jour, et j'ai pas la réponse dessus, c'est il y a beaucoup moins de fautes sifflées. Plus la saison avance, moins il y a de fautes sifflées. Alors certains crieront au hasard, d'autres diront qu'il y a des consignes qui ont été données pour un peu changer le jeu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le shooting foul percentage de Jalen Green, lui, a pas baissé. Et en fait, si la moyenne baisse, mais que toi, tu restes stable, techniquement, tu montes un peu dans la hiérarchie. Donc voilà, c'était une petite réflexion que je m'étais faite aussi à propos de ça. Mais il reste loin des meilleurs, ça c'est sûr. Après, il y a aussi un truc assez simple, hein, je pense que l'angle des drives peut aussi être assez important, parce que tu vois que c'est pas pareil d'attaquer depuis l'aile ou alors en tournant autour de Alperen Sengun, ou alors d'attaquer depuis des vraies configurations de vrais 5-out aussi. Tu vois, tu prends de la vitesse, c'est pas tu prends l'angle sur ton défenseur depuis le début du drive, etc. Donc c'est pas totalement pareil. Et pour se projeter un peu à l'avenir, je crois qu'on en avait parlé cet été quand on a fait les stats de la saison spéciale Houston, un peu en mode bilan de saison 2023 l'été dernier. Moi, je pense que son profil, c'est pas tant que ça un go-to guy playmaker, ça on l'a dit. Je pense pas non plus. Enfin, je pense que l'avantage de son profil, c'est aussi un peu comme des Booker, un peu comme des Paul George, un peu comme des Jamal Murray, d'être un peu un profil polyvalent. C'est-à-dire on-ball, mais aussi off-ball. Je pense que on-ball, il a pas un plafond digne de Luka Doncic ou des mecs comme ça, en termes de scoring, même en termes de scoring, hein, je veux dire. Mais il a pas ce genre de côté implacable, de malgré tout scoring ultra haut niveau on-ball, mais par contre, il peut être très bon on-ball et aussi off-ball, en fait. C'est ça qui peut être intéressant. Donc, c'est là aussi où l'association, pour moi, avec Sengun peut être intéressante. C'est parce qu'avec les dribble and off, tu peux potentiellement avoir un duo un peu Jokic-Murray light, ou plus jeune, peut-être, juste pour dire ça. Mais un peu dans ce modèle-là, parce que, à mon avis, ça peut être aussi une piste de développement intéressante d'essayer de garder un peu cet équilibre entre les deux. Notamment parce que tout ce qui est off-ball, c'est des situations un peu différentes et c'est des points aussi parfois un peu plus faciles. Juste de tourner autour, de prendre un catch and shoot ou de tourner autour et d'avoir un cut, bah, ça peut aider aussi, quoi. Et c'est aussi pour ça je pense on peut être optimiste sur oh là là, est-ce que Sengun il est vraiment est-ce qu'ils sont pas meilleurs sur Sengun? Bon, voilà, avec tout ce qu'on a dit, enfin ce que tu as dit au début, pardon, il y a la valeur structurelle, c'est sûr, de pas avoir Sengun qui te permet de faire des choses qui sont plus en adéquation avec ce que Udoka a envie de mettre en place, mais malgré tout sur ce stretch, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que un joueur comme Jock Landale est aussi excellent sur le côté, capable d'être un peu un hub offensif, d'aller jouer des end-off avec Jalen Green ou de jouer le short roll, et bon là-dessus c'est complètement transposable à Sengun. Et on a des séquences, je crois que c'est je regarde pas mal Houston, mais je confonds les matchs, je crois que c'est contre Chicago où il y a en gros le set, c'est
ça finit par un end-off sur un côté faible entre Jock Landale et Jalen Green. Et Jalen Green, avec son explosivité, il refuse l'écran, enfin le end-off entre guillemets. En gros, il feinte de prendre le end-off pour couper ligne de fond. Et là, une fois lancé sans avoir à poser de dribble, avec son explosivité, c'est inarrêtable. En fait, ça crée une séparation directe. Le fait de changer de direction à ce moment-là, et c'est un peu quelque chose aussi qu'on retrouve sur le côté défensif, mais sa flexibilité presque de cheville sur sa capacité à changer de direction, même en fin de course, et du coup pour refuser le end-off ou pour faire un close-out et repartir tout de suite et pas être pris sur ses appuis, c'est assez unique et c'est un attribut physique rare. Et là-dessus, oui, voilà, c'est sur des sets comme ça où Jalen Green est un peu utilisé off-ball et avec ses qualités physiques hors du commun, ça peut créer tout de suite des séparations assez énormes, encore plus énormes, j'ai envie de dire, que si lui, il est utilisé balle en main. Voilà. Oui. Après, on n'y est pas encore. Non. On n'est pas encore un bon ou un très bon joueur. C'est pas fait, mais ça fait quand même du bien de voir que ça commence, quoi. La dynamique s'enclenche. Parce que c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était peut-être un peu inquiet de dire mince, il n'y a pas de déclic. Donc à suivre, évidemment, on n'y est pas, mais à suivre parce que ça peut être intéressant. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.